Donc, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Merci de permettre à plus de personnes aujourd'hui de peut-être en apprendre un petit peu plus sur les métiers d'art et l'artisanat. Je constate aussi parmi les gens qui participent quelques artisans avec qui j'ai eu le bonheur de travailler dans les dernières années. Donc, je vais parler de vous, je vais parler de ma rencontre avec vous, puis j'espère vraiment que vous allez être en accord avec, avec ce que je vais dire. C'est quand même assez particulier là, de parler de l'artisanat à des artisans, mais enfin. Donc, comme Laurent l'a mentionné, j'ai été cofondatrice d'un accélérateur pour les entreprises artisanales qui s'appelle Quartier Artisan, qui fête aujourd'hui, en fait, cette année, sa 5e cohorte. Et aussi, j'étais l'initiatrice et la directrice aujourd'hui de Fabrique 1840. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de vente en ligne propulsée par la Maison Simons qui aujourd'hui promeut et vend les produits de plus de 250 artisans à travers le Canada. Donc, autrement dit, ça fait à peu près 6 ans que dans mon quotidien, j'ai la chance de travailler avec, avec les artisans. Et comme Laurent l'a mentionné, je pense que le modèle de l'artisanat, j'ai appris à le comprendre. Puis aujourd'hui, j'apprends toujours à comprendre comment l'entreprise artisanale fonctionne. Mais une chose est certaine, c'est que par la façon dont ils opèrent, ils nous confrontent à l'essentiel. Ils nous confrontent aussi aux limites de notre système, notamment notre système de production, à notre système de production capitaliste, et nous obligent à repenser nos façons de gérer et vraiment à mettre au cœur de nos décisions d'affaires l'humain, la communauté et je dirais même le bien-être. Peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce sont des priorités qui sont nécessaires pour repenser le monde dans lequel on vit au prix avec une crise sanitaire inégalée, puis aussi des problèmes environnementaux hyper importants. Donc, c'est aujourd'hui, mon objectif, ça va être un peu de vous parler de mon parcours et comment, à chaque étape, j'ai appris à les connaître, j'ai appris j'espère aussi être un peu une voix pour ces entreprises. Et puis, j'espère que ça va vous inspirer et puis qu'éventuellement, vous pourrez repartir avec du moins de quoi réfléchir dans vos entreprises et métiers respectifs. Donc, mon parcours commence en 2014. J'étais alors étudiante à l'Université McGill et je prenais un cours en entrepreneuriat social. Et le mandat qu'une des professeurs nous avait demandé, c'était de développer un modèle d'affaires d'une entreprise qui allait participer au développement économique d'une région rurale au Canada. Donc, c'était assez large. Nous étions à ce moment-là à peu près au mois d'avril 2014, donc plus ou moins 8 mois après la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Peut-être que certains d'entre vous se rappelleront que le 6 juillet 2013, il y a un train qui a dévié de son chemin en pleine nuit pour venir exploser en fait au centre-ville de Lac-Mégantic. Donc, une tragédie, assurément, et aussi finalement une opportunité de reconstruire une ville, de repenser la ville. Et puis, je peux vous dire que la ville, les Méganticois ont vraiment pris à cœur ce défi, en fait, de repenser leur ville différemment suite à cet accident. Et donc, on trouvait, nous, jeunes étudiants, intéressant de aussi s'attaquer à cette réflexion. Et bon, on est arrivé avec un modèle d'affaires, en fait, qui est un modèle d'affaires d'un espace de coworking. On voulait avant tout essayer de répondre aux besoins de la communauté à se rassembler.
un projet qui a bien évidemment eu écho chez nos professeurs. Et de fil en aiguille, finalement, on a vraiment eu les encouragements nécessaires pour se rendre à Lac-Mégantic, tisser quelques liens avec des acteurs économiques clés dans la région. On a aussi remporté une bourse qui aujourd'hui me paraît assez délusoire. On a reçu 5 000 $ qui nous semblait vraiment incroyable à l'époque, qui était suffisant du moins pour subventionner les différents voyages qu'on a faits. Et puis, en 2015, on ouvrait cet espace de coworking. Par contre, on a vite été confronté à une réalité qui est celle que, en région, les métiers sont différents. Il n'y avait pas autant de travailleurs autonomes qu'on peut en trouver sur le Myland ou le plateau Mont-Royal. D'autant plus que, comme les Méganticois vont le dire, on ne passe pas par Mégantic, mais on se rend à Mégantic. Donc, autrement dit, pour ceux qui ne savent pas où est la région de Mégantic, c'est une ville près de la frontière américaine, à peu près à 1h30 au sud de Sherbrooke. Et donc, c'est rare que les gens passent par Mégantic pour se rendre à un autre endroit. On se rend là-bas. Et donc, non seulement il n'y avait pas énormément de travailleurs autonomes dans la région, mais il n'y avait pas non plus de travailleurs mobiles. Donc, ça nous a vraiment forcé finalement à revoir notre projet et à se poser les vraies questions et puis à regarder un peu ce qui se passait autour de nous. On s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle génération d'artisans dans la région qui était hyper stimulant, hyper intéressant, dont un couple qui a vraiment, je vais vous raconter leur histoire parce que ça a vraiment été important dans la construction de ce qu'allait devenir Quartier Artisan. C'est Julie et Marc. Donc, Marc est ébéniste, Julie qui est joaillière. Julie a été directrice marketing pour le magazine Voir Québec pendant plusieurs années. Puis après un voyage en Amérique du Sud, elle est revenue et puis elle a décidé de tout laisser et puis de vraiment développer son métier. À l'occurrence, dans son cas, c'était la joaillerie. C'est une mouvance dont j'ai pris conscience à cette époque-là à cause de leur histoire et dont je me suis un petit peu intéressée. C'est une mouvance qu'on commençait à percevoir, puis que de plus en plus aujourd'hui, on perçoit de façon peut-être plus importante. Mais c'est sans dire que tous les artisans ont ce parcours. Il y a une nouvelle génération de travailleurs qui sont souvent des gens qui ont été à l'université, qui se sont retrouvés dans des entreprises de gestion, à occuper des postes et finalement à tout quitter. Un des penseurs de ce mouvement-là, c'est un Américain, un anthropologue que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, qui est un peu le gourou là, du mouvement Makers aux États-Unis. C'est Matthew B. Crawford. Puis lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que la modernité aurait éloigné le travailleur du travail. Donc, grosso modo, un peu comme la révolution industrielle a fait un jour, lorsqu'elle a divisé le travail de l'artisan en plusieurs étapes et où finalement on réduit l'ouvrier à répéter une opération. Aujourd'hui, nos sociétés, nos économies numériques, technologiques, basées sur des grands systèmes de gestion, ont refait un peu le même, ont reproduit un peu le même schéma. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont un peu comme moi d'ailleurs, toute la journée devant leur ordinateur, à gérer des processus, à se sentir peut-être un peu éloigné éloigné de la réalité. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement un pouvoir décisionnel, qui n'ont pas nécessairement un pouvoir sur les stratégies, etc. Donc, ils perdent un peu du sens à ce qu'ils font. Puis c'était le cas de Julie et de Marc. Et donc, ils se retournent vers des métiers traditionnels où on est capable, au jour le jour, de sentir le fruit de notre travail. Et en l'occurrence, dans ce cas, c'est l'artisanat. Comme Julie et Marc venaient de centre urbain, ils sont venus à Lac-Mégantic parce que c'était abordable, parce qu'il allait y avoir aussi de l'espace pour produire. Et donc, mis ensemble tous ces éléments-là et en même temps, voir aussi un regain de l'achat local. Et là, on est en 2014, on n'est pas en
2020, suite à une crise sanitaire, là, c'était pas, le message n'était pas aussi important ou compris par nos sociétés, mais on commençait à revoir ce regain-là. Donc, tous ces éléments mis ensemble a fait en sorte qu'on a décidé de lancer aujourd'hui ce qu'on appelle Quartier Artisan, qui chapeaute plusieurs projets, mais dont le projet phare est un accélérateur d'entreprise artisanale. Ce qui est intéressant avec l'accélérateur, c'est qu'on est capable de mettre en valeur les attraits de la région, donc la nature, le calme, l'éloignement, etc. Mais on est aussi capable de s'adresser à une communauté d'artisans qui n'était pas seulement située à Lac-Mégantic, mais partout au Québec. Donc, notre accélérateur, comment on l'a construit, c'était un parcours de 8 mois, divisé en différentes retraites de 3-4 jours, abordant différentes thématiques. Et où finalement, après une sélection, on sélectionnait 8 artisans, parfois 10, à participer à ce programme-là. Et puis eux, ils étaient accompagnés par divers experts qu'on avait. Donc, ils venaient pendant 3-4 jours se rencontrer, échanger, etc. Et puis repartaient. Donc, il y avait cette flexibilité-là de vraiment développer un programme qui s'adressait à tout le Québec, à tous les artisans du Québec, du moins. Et en même temps, on faisait vraiment de Lac-Mégantic finalement un endroit où les gens venaient. Donc, on recrée un peu tantôt, je vous disais, on passe pas par Mégantic, on s'y rend. Puis, c'est rare les gens qui s'y rendent, mais avec un programme comme ça qui était unique au Québec, on a pu, pour la région de Mégantic aussi, développer un créneau qui permettait de faire affluer des personnes vers la région, puis faire connaître la région par un plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'était très important à l'époque. Et donc, à travers, aujourd'hui, on est à notre 5e cohorte, l'accélérateur. Pierre, d'ailleurs, que vous écouterez un peu plus tard, a été un des experts qui nous a aidés à bâtir le programme. Puis, je pense que si on a eu un succès avec cet accélérateur-là, c'est pour plusieurs raisons. Mais je dirais que la première, peut-être, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas, la première, c'est aussi notre ignorance à Bernard et à moi, qui étaient les cofondateurs de ce programme. Pour être honnête avec vous, on n'y connaissait rien dans l'entrepreneuriat. À l'époque, je devais avoir 23 ans, 24 ans. Je n'avais pas monté d'entreprise moi-même. J'étais encore à l'université. Et donc, on était visionnaires, on avait de l'ambition, mais on était très ignorants. Mais ça nous a mis dans une posture d'écoute absolue. Fait que lorsqu'on a lancé cet accélérateur, oui, on avait une idée là, sommaire de ce qu'on allait faire, mais on était surtout à l'écoute de notre clientèle, là, à l'occurrence les artisans. On a essayé de les comprendre, on a essayé de les écouter et on n'avait aucun précepte sur ce que devait être une entreprise et comment devait croître une entreprise. On ne le savait pas et du coup, c'est à travers les discussions qu'on avait avec les artisans, à travers notre écoute, puis vraiment notre humilité qu'on a été capable au fur et à mesure de s'ajuster puis de créer un programme qui, je pense, aujourd'hui vraiment est calqué sur leur réalité. Et parmi les choses que j'ai appris, et là, en tout cas, on aura une période de discussion, donc si jamais il y a des artisans qui m'écoutent aujourd'hui puis qui vont vouloir me débattre ou renchérir, là, vous aurez la chance de le faire. Mais la première chose que j'ai appris et qui, selon moi, est vraiment au cœur, c'est la proximité avec la matière. Et là, je peux parler, en fait, ma mère aussi, elle est artisane, elle est céramiste, donc un artisan est artisan avant tout parce qu'il aime créer de ses mains, et avant tout, parce qu'il a trouvé une matière de prédilection. Une matière qui, selon lui permet de développer, de déployer sa créativité et qui va tenter finalement d'en comprendre les opportunités et les limites. Cette proximité, donc, elle est hyper importante parce que, contrairement à un entrepreneur typique, disons, issu du monde, je ne sais pas moi, du numérique ou de la technologie, tu as un entrepreneur qui part une start-up. Lui, son objectif, c'est de développer un produit, de développer un service,
mais éventuellement, il veut faire de l'argent et éventuellement, il veut employer des gens. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'occuper de la gestion de son entreprise, il va s'occuper de la stratégie, du développement d'affaires, etc. L'artisan, ils ne sont pas tous pareils, mais ils ne veulent pas sortir de leur atelier. Leur objectif, c'est de trouver une façon de développer leur entreprise qui va leur permettre de pouvoir créer en tout temps. Donc oui, certains acceptent de vouloir avoir des employés. Il y en a qui ne préfèrent pas avoir d'employés justement parce qu'ils ne veulent pas devoir gérer des employés et pour passer la majorité de leur temps à créer. Donc ça, c'est une première distinction hyper importante avec, disons, un accélérateur d'entreprise qui serait traditionnel parce que par la nature même du métier de l'artisanat, il y a quand même une opposition inhérente au modèle de croissance de l'entreprise comme on la connaît traditionnellement. Ce qui veut dire aussi, parce que la matière et la transformation est au cœur du métier et de l'entreprise, ben, ça prend du temps. C'est une entreprise, notamment en production, et là, je vous dirais que c'est d'autant plus vrai depuis que je suis à la barre de Fabrique 1840. On est dans une logique où si il est nécessaire de prendre le temps de fabriquer quelque chose, on va le prendre ce temps-là, même si ce n'est pas la chose la plus efficace à faire. Une céramiste qui aime tourner, si on lui demande pour croître sa production, pour diminuer ses coûts de production, de commencer à couler, par exemple, elle a un modèle de tasse, par exemple, qui fonctionne très, très bien. Elle pourrait décider d'en faire un moule, de commencer à couler. Elle te répondra que non, parce que son plaisir, c'est de tourner. Et en plus, dans le tournage, plusieurs céramistes à qui vous parlerez vont vous dire aussi qu'il y a tout un aspect méditatif au tournage. C'est son plaisir. Elle crée son entreprise parce qu'elle souhaite tourner des pièces. Donc, le choix de tourner ne sera jamais contourné par souci d'efficacité, de rationalisation des processus de production, par souci d'économiser des coûts. Donc, le temps est hyper important. Le temps que l'artisan va passer à développer des produits qui sont originaux, à développer son expertise, à mieux comprendre sa matière, c'est un temps finalement que finalement le client va éventuellement payer dans le prix du produit qu'il achète. Mais c'est hyper important. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là je pense que c'est important, et je pense à toi, Laurent, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'innovation. Ce n'est pas parce que l'innovation ne se fait pas dans l'optimisation des processus de production qu'il n'y en a pas. Parce qu'au contraire, comprendre la matière, comprendre ses limites, développer ses techniques, c'en est de l'innovation. Lorsqu'on parle à des forgerons, à des ébénistes, c'est fou à quel point des fois j'ai l'impression de parler vraiment à des scientifiques parce qu'il y a une gestion il y a une gestion de la matière, il y a une gestion, dans le cas du forgeron, là, il y a toute une logique de compréhension de la chaleur à laquelle, là, je me sens vraiment bête là, de parler de ça parce que, comme vous pouvez le voir, là, je n'ai pas cette expertise technique, mais il y a toute une expertise qui est très scientifique en ce qui concerne en tout cas la forgerie, derrière le métier. Puis c'est à travers ces connaissances-là qui vont venir innover, qui vont venir développer des nouvelles techniques de fabrication, qui vont venir développer peut-être des nouveaux assemblages, etc. C'est ce qui va les allumer, c'est ça. C'est développer cette expertise-là. Et non pas à l'opposé d'un manufacturier, d'optimiser son processus de fabrication. L'innovation dans le secteur manufacturier, c'est beaucoup sur l'optimisation des processus, l'invention de nouvelles machines pour accélérer la fabrication, etc. Donc, l'innovation ne se passe pas nécessairement seulement à cette étape-là. Bien au contraire, elle peut aussi se développer à l'étape du détail,
de la technique utilisée pour transformer une matière, de la façon même dont on peut, jusqu'à quel point on peut transformer cette matière-là pour qu'elle soit le reflet de notre créativité. Et donc, ce que ça fait, ben, ça fait qu'on a un modèle d'entreprise qui, comme je pense l'avoir bien expliqué, est en opposition avec beaucoup des principes de base de l'entreprise capitaliste et du système de production et de consommation qu'on a, dans lequel on vit. Et une autre des tensions, c'est au niveau du prix. Donc, si on n'est pas dans une logique d'optimisation des prix des productions, ben, le client se retrouve à payer un produit qui, inévitablement, ben, va être plus cher que ce que la compétition va être capable de faire dans un contexte manufacturier. Donc, la ressource principale à l'artisan et non pas une ressource financière, mais se retrouve finalement à être son capital social. Vous connaissez peut-être le sociologue Bourdieu, qui explique justement le capital social comme étant un peu la somme du réseau actuel et potentiel d'un individu qui va devenir une ressource avec laquelle il va pouvoir évoluer dans la société, puis sur laquelle il va pouvoir compter pour se développer. Ben, ce capital social-là, pour l'artisan, il est hyper important parce que si un client achète un produit, c'est avant tout pour l'expertise de cet artisan. C'est pour, bien sûr, la qualité. Bon, il y a tout cet aspect très utilitaire peut-être à l'achat, mais c'est avant tout pour avoir une partie de l'histoire de l'artisan. C'est pour avoir, à travers un objet, une partie de l'expérience. Et donc, le capital social est la ressource la plus importante. Par contre, c'est une ressource qui est très difficile à bâtir parce qu'il faut être très authentique dans nos communications. Il faut déjà dévoiler notre histoire et ça prend un ensemble d'outils aujourd'hui numériques et marketing pour venir dévoiler cette expérience artisanale au client pour ensuite, lui, avoir le sentiment qu'à travers l'objet qu'il a acheté, vraiment, il a rencontré une personne qu'il est fier d'avoir rencontré ultimement. C'est un gros défi pour des entreprises de petite taille, puis je m'en suis rendu compte assez rapidement en développant l'accélérateur. Et rapidement, je suis devenue obsédée. Donc, 1 an et demi à peine après avoir lancé Quartier Artisan, je suis vraiment devenue obsédée avec l'idée de travailler avec la maison Simons. Donc, la maison Simons, vous connaissez, c'est un commerçant à l'échelle canadienne. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont leur siège social à Québec, donc suffisamment accessible pour moi à l'époque. Ils ont aussi un très large assortiment de produits. Donc, ils vendent des accessoires, des bijoux. Ils ont beaucoup de produits maison. Donc, pour moi, ils couvraient finalement beaucoup des produits que développent et créent les artisans. Et donc, je me suis mis en tête qu'il fallait que je travaille avec la maison Simons pour non seulement être capable d'accompagner les artisans comme on le faisait à travers l'accélérateur et Quartier Artisan, mais aussi avoir un impact peut-être plus concret sur le développement de marché et leur croissance financière, leur stabilité financière, parce que mine de rien, même si ce n'est pas la ressource peut-être principale, puis même si l'entreprise artisanale fonctionne avant tout autour du bien-être de l'artisan, il y a quand même une volonté d'avoir une entreprise qui fonctionne parce que ça va te permettre justement de pouvoir en vivre puis de pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est quand même important. Et donc, j'avais ce désir de rencontrer Peter Simons. Et un jour, par toutes sortes de moyens, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. J'ai envoyé des cartons immenses à sa secrétaire. Bref, je me suis rendue à Québec. J'ai fait un paquet de trucs. Je n'y arrivais pas. Et un jour, le destin m'a souri. J'ai été invitée sur le plateau de tournage de Gérard Filion à RDI pour parler de Quartier Artisan et à l'époque d'un projet immobilier qu'on avait. Et je m'étais dit que lorsque je ferais mon entrevue, si l'opportunité venait, j'allais publiquement
émettre mon vœu de travailler avec la Maison Simons. C'est ce que j'ai fait. Et puis, la femme de M. Simons, Brita, a vu l'entrevue. Et puis, quelques jours plus tard, je recevais un coup de fil de M. Simons. Et donc, ça, on est à peu près au mois de janvier 2018. Et le 4 octobre 2018, on lançait Fabrique 1840. Donc, Fabrique 1840, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissiez, ou si vous ne connaissiez pas, j'espère qu'après la présentation, j'aurai suscité votre curiosité pour aller voir ce que c'est. C'est une plateforme, c'est complètement intégré au site de la Maison Simons. C'est une plateforme de vente en ligne uniquement où on vend des produits faits par des artisans canadiens. Donc, comme je mentionnais au départ, on travaille avec plus de 250, 213 sur le site Internet, mais 250 artisans là, avec qui je suis en contact, donc plusieurs qui seront ajoutés très prochainement à la plateforme. Comment on fonctionne, et je n'ai jamais trouvé encore à ce jour une traduction française de ce terme-là, mais on fonctionne en dropshipping. Donc, le dropshipping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est c'est une façon d'expédier les commandes dans le milieu commercial. Donc, dans notre cas, Fabrique 1840 est un peu une vitrine. Lorsqu'une commande est faite, c'est envoyé à la boîte courriel de l'artisan, qui lui ensuite prend connaissance de la commande et puis expédie la commande au client. Ça nous permet, dans le contexte de Fabrique 1840, c'est assez fabuleux comme système parce que ça nous permet d'une part d'avoir une flexibilité dans notre offre. Donc, puisqu'on n'investit pas dans un inventaire, on est capable d'avoir des produits qui vraiment reflètent la pluralité, selon moi, créative des entreprises artisanales. On peut avoir des produits qui sont peut-être un peu moins, entre guillemets, excusez mon anglicisme, mainstream. On peut avoir des produits qui sont plus uniques. On peut avoir des produits dont peut-être le prix, justement, va être peut-être beaucoup plus haut que la moyenne parce qu'il va avoir été le résultat d'un processus de fabrication extraordinaire. Donc, le dropshipping nous permet vraiment d'avoir cette flexibilité-là et de pas seulement avoir des produits finalement dont qu'on sait qu'ils vont vendre instantanément. Ça permet aussi de respecter l'échelle de l'entreprise artisanale, donc l'échelle humaine. Si aujourd'hui encore, c'est encore plus vrai aujourd'hui, peut-être qu'il y a un an, avec la croissance qu'on a connue cette année, avec le regain soudain dû à la crise pour encourager l'achat local, si j'étais pour faire une commande à un artisan de 3000 tasses, ça serait beaucoup, beaucoup lui demander. Parce que lui, si je fais une commande, il doit me la livrer à une date donnée pour que moi, je puisse la mettre en inventaire, puis la vendre sur mon site Internet. C'est beaucoup de poids pour une entreprise de petite taille, en plus de lui gérer sa propre demande. Si on est capable d'étaler cette demande-là au fur et à mesure des commandes, c'est plus facile à gérer. Donc, au final, il va en vendre 3000 tasses, mais il ne va pas devoir les produire en 1 mois, 2 mois. Il va avoir 6-8 mois pour les produire et les vendre. Il va pouvoir intégrer cette demande-là à sa production quotidienne, puis les produire. Donc, ça permet aussi le respect un peu de l'échelle artisanale. Et un peu de la même façon, ça permet aussi d'avoir des délais de livraison qui sont plus flexibles. Et donc, par exemple, pour du mobilier notamment, lorsqu'on fait une commande, là, l'artisan fait à la demande et puis on peut avoir des délais de livraison de 6-8 semaines. Donc ça, c'est un peu pour vous donner le portrait de comment on fonctionne, puis comment le fonctionnement de Fabrique 1840, finalement, puis je ne rentrerai pas dans les détails de notre modèle d'affaires, mais comment on a vraiment voulu le modéliser en fonction de la réalité des entreprises artisanales, puis de ma compréhension du moins de leur fonctionnement. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il reste qu'il y a quand même des tensions, notamment parce qu'on est sur un site comme la Maison Simons. En vente en ligne, aujourd'hui, les attentes des clients, c'est d'avoir une expédition qui est rapide, entre 24 et 48 heures.
Alors que c'est absolument ou très rarement, en tout cas plus rarement possible dans un contexte d'entreprise artisanale, encore moins lorsque l'artisan produit à la demande. On parle environ 2-3 semaines, peut-être 4-5 semaines. En vente en ligne, on est dans une logique de reproductibilité des articles. Donc, on prend une photo sur tous les angles d'un item et on s'assure que le client, ben, il va recevoir ce qu'on a photographié. Dans un contexte de Fabrique du 40, c'est rarement le cas. Même si on va recevoir un produit qui est similaire, il va rarement être identique à ce qu'on a vu sur le site Internet. Un exemple, le bois, l'ébénisterie, c'est un exemple assez facile pour illustrer le phénomène. Si j'ai une poivrière dans de l'érable, je prends cette poivrière en photo. Peut-être que le bois que j'avais utilisé pour faire cette érablière était pur. Il y avait peut-être peu de nœuds, peu de sillons, donc plutôt uniforme dans sa couleur. C'est parfait, je le prends en photo, je le renvoie. Par contre, là, je tombe sur nouvelle planche d'érable. Et là, celle-ci, elle est beaucoup plus sillonneuse. Il y a plutôt plus de nœuds, etc. Donc, je fais ma poivrière. Ben, la poivrière, elle va peut-être avoir un petit look différent. Donc, pour plusieurs, cette distinction fait partie de la raison de l'achat. Personnellement, comme consommatrice, c'est un peu ce à quoi je m'attends, d'avoir quelque chose d'unique, d'avoir quelque chose fait dans une matière qui est naturelle. Mais dans un contexte où on s'adresse à un public qui est très, très large, qui est finalement la clientèle de la maison Simons, ben, c'est pas tout le monde qui, ou du moins s'ils comprennent, c'est pas tout le monde qui a ces mêmes attentes. Donc, il y a cette friction. Tantôt, je parlais des prix. Assurément, il y a cette friction-là. Mais comme je viens de le dire, il y a quand même toute une partie où la force du produit qu'on met en marché, c'est son unicité, c'est sa qualité, c'est sa durée de vie, c'est son histoire. Et donc, pour arriver à développer notre capital social à Fabrique du 40, parce que comme l'artisan, son capital social, c'est la chose la plus importante, c'est son réseau, c'est les relations qu'il établit avec ses clients. Mais pour nous, c'est la même chose parce que les mêmes contraintes les mêmes contraintes auxquelles fait face l'artisan, nous, à Fabrique de 40, on y fait face aussi puisque c'est leurs produits que l'on vend. Donc, notre façon à nous de créer cette connexion, c'est du coup de développer ce capital social et ça passe, dans mes propres termes, par une communication qui est authentique. Et cette communication qui est authentique, c'est pour moi une communication qui est généreuse et honnête. Et par généreuse, c'est vraiment à afficher, bon, d'une part, afficher les artisans avec qui on travaille. Lorsqu'on a lancé Fabrique du 40, c'était pas un choix qui était naturel pour un commerçant comme Simons de mettre en avant aussi clairement, finalement, les fournisseurs parce qu'on va pas se cacher qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui vont, puis je dis ça en connaissance de cause, qui vont sur Fabrique 1840 et puis qui vont aller ensuite sur le site de l'artisan puis l'acheter. C'est pour ça que même comme moi à l'époque, lorsque Fabrique 1840 n'existait pas puis que je voulais me procurer ce type de produit-là, j'allais sur des sites ou des magasins, surtout des sites Internet pour trouver l'artisan, le fournisseur. Il fallait vraiment que je descende très, très loin dans l'architecture du site pour le trouver. Nous, chaque artisan a son profil et avec sa photo, sa petite histoire, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est non seulement mis de l'avant, mais qu'on décline sur un paquet de plateformes. Donc, les profils, dans les infolettres, dans nos différents médias sociaux. Et pour être généreux dans notre histoire qu'on raconte, ben, une partie de mon travail aussi à moi, c'est d'appeler les artisans, de leur poser des questions. Souvent, même eux, il y en a qui font ce travail très, très bien, mais il y en a qui naturellement, n'ont pas pensé à divulguer leur processus
de fabrication, à divulguer leur processus créatif, artistique. Et donc, mon travail consiste à aller chercher ces petits bijoux d'information qui va faire en sorte que la personne qui va lire ou qui va regarder les images, ben, va se sentir en connexion, va pouvoir lui-même se représenter dans l'histoire qu'on raconte. Ah, moi aussi, je suis allée à tel endroit, ou il va pouvoir, à travers le récit de l'artisan, finalement, euh, euh, peut-être s'identifier sur certains éléments, puis on va venir déclencher, en fait, son empathie. Donc, ça, c'est des exemples visuels que je vous ai mis, qu'on retrouve sur le site, donc un profil. Oups! Ici, c'est un bandeau d'une infolettre qu'on a mis. Donc, c'est quand même des textes qui sont longs, puis c'est une mise en marché qui est longue. C'est pas quand on regarde, mettons, quand je regarde les autres départements de la Maison Simons, là, il y a moins de ressources qui est mise à la rédaction. Là, on est plutôt dans une logique de prix, etc., de produits. Ici, on est dans une logique vraiment de storytelling, puis ça prend des ressources. Donc, ça aussi, c'est un choix. C'est un choix, mais ça fait partie du modèle d'affaires, mais aussi des dépenses que de raconter autant. Ça, c'est un autre exemple que je trouve vraiment cool. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui nous suivent un peu sur les médias sociaux, mais la story est vraiment un beau médium pour aller raconter cette histoire, puis créer des liens avec notre communauté. Bon, j'en ai mis deux. La première, en haut, ici, c'est celle de Caroline de Boutiver, qui est une entreprise située dans les cantons de l'Est qui fait de la récupération de verre. Donc, à travers les photos qu'elle nous a envoyées, on est vraiment capable de voir, de sentir le processus de A à Z, puis de raconter un petit peu comment est-ce qu'elle a su bâtir finalement un réseau de fournisseurs qui lui fournissent des bouteilles, à l'occurrence, qu'elle va pouvoir transformer. Ici, on a aussi Tania, qui est une designer textile, qui, elle, est en Ontario. Puis elle aussi, elle avait beaucoup de visuels hyper intéressants à nous passer. Donc, on la voit avec son père, là, donc, dès son jeune âge, qui est son père qui était professeur d'art plastique. Bref, on peut vraiment rentrer loin dans le détail de l'histoire de l'artisan, puis comment est-ce que, depuis sa jeune enfance, ben, elle a toujours eu cette fibre artistique, notamment pour le textile, est allée ensuite perfectionner son art en Inde. Aujourd'hui, elle utilise des matières naturelles comme le coton, puis elle cueille, pour la plupart, là, ces matières, comme par exemple le noyer avec lequel elle va produire ses teintures. Donc, c'est un travail qui est long de storytelling, de cueillette d'informations, mais qui est vraiment nécessaire, selon moi, pour aller créer ce capital social. Puis pour avoir cette communication authentique, excusez-moi, je parlais de générosité, mais je parlais aussi d'honnêteté. Puis dans l'honnêteté, ben, c'est être honnête sur aussi ce qui peut être perçu parfois comme un défaut. Donc, le fait qu'effectivement, un produit, des fois, ne pourra pas plaire à une cliente parce que ben, le coulis ou la glaçure n'a pas eu exactement le même fini que sur la photo. Bon, ça, c'en est un. Tous ces petits éléments qui sont un peu, comme je le mentionnais tantôt, vraiment intrinsèques un peu à la forme de l'entreprise artisanale. Il faut être honnête sur cette réalité, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est pas mal ça qui est notre plus gros défi, surtout avec une croissance et une clientèle aussi grande que celle de Simons, parce que même si on l'indique, beaucoup de ces peut-être perçus par des personnes comme des défauts, comme, mettons, un prix qui est plus élevé, un produit qui n'est pas totalement identique. Certaines personnes pourraient le voir comme des défauts, mais pour lui faire comprendre d'où ça vient, donc à travers cette histoire-là, etc., ça demande souvent aussi une connexion directe avec l'artisan. Donc oui, on fait beaucoup de storytelling, c'est super, mais cette connexion directe n'est pas encore complètement établie. On n'a pas de vase communicant direct avec le client. Un exemple des tensions que ça peut amener en ce qui nous concerne Fabrique de 40, c'est si, par exemple, on fait, je sais pas, on vend 10 tasses,
Puis là, la céramiste, bon, elle a du tasse dans son four, elle sort sa production. Ah, merde, la moitié de sa production, la glaçure n'a pas cuit de la bonne façon ou il y a 2-3 pièces qui se cassent. Bien là, ces tasses-là ou cette production-là était déjà vendue. Donc, les clients dont les produits ne sont pas parfaits selon l'artisan, ben, ils vont devoir attendre un autre cycle de production qui est de 3 semaines. Donc là, comment expliquer, comment rentrer le client dans cette réalité qui, pour moi, peut être une force, puis fait partie un peu de l'histoire, ben c'est là qu'on trouve qui, en ce moment, disons, on manque, c'est plus difficile à tisser, puis c'est là où il faudrait, je pense, améliorer un peu certaines de nos façons de faire, notamment peut-être par des investissements technologiques. Bref, je n'irai pas dans les détails. Par contre, ce qu'on a fait, puis je vous dirais depuis cet été, qui connecte quand même le client à l'artisan, c'est nos cartons de remerciement. Puis, là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran ou si vous voyez que la présentation, là, mais en tout cas, vous les voyez sur les images. Je vous montre à l'écran si jamais vous le voyez. C'est des cartons que les artisans ajoutent dans les envois sur lesquels ils écrivent un mot de remerciement. Puis, ça paraît très banal, mais ce qu'on a commencé à voir depuis cet été, c'est vraiment de plus en plus la multiplication d'images qui passent sur les médias sociaux de clients qui ouvrent leur paquet, puis qui montrent le carton qu'ils ont reçu avec le produit qu'ils ont acheté en remerciant l'artisan et Fabrique de 40, etc. Donc, ici, mettons, je donne un exemple où la cliente a écrit « C'est pas Amazon qui ferait des beaux mots comme ça dans mes colis cadeaux. » Bref, c'est un exemple. On en reçoit de plus en plus. Puis, pas à l'opposé, mais on a aussi les artisans qui, eux, à chaque fois qu'ils ont des grosses commandes, etc., ben, ils montrent aussi les photos de leur production en route chez les clients avec nos cartes de remerciement puis nos autocollants. Et ce que ça fait, en fait, lorsqu'on parle de capital social depuis tantôt, ben, ce petit geste permet tranquillement de mobiliser les parties puis de construire une communauté autour de Fabrique 1840. Donc là, je ne sais pas trop où on en est, mais je vais dans le temps, mais je vais m'arrêter ici en disant que c'est difficile de monter un projet comme Fabrique du 40 dans une logique commerciale qui est très axée sur la rentabilité, l'efficacité, je pense que je l'ai bien expliqué, puis d'intégrer des entreprises artisanales. Mais je pense que le défi de trouver des façons de faire pour préserver ce mode de fonctionnement et même de le répandre est un défi hyper stimulant puis important parce que ce type d'entreprise-là, comme je vous l'ai dit, crée du capital social, ils sont partie prenante de nos communautés, ils sont hyper importants dans la construction des tissus sociaux, puis peut-être de façon plus importante aujourd'hui, on a besoin de ce type d'entreprise-là pour venir reconstruire les systèmes brisés d'un système de consommation de masse. Donc, je vais m'arrêter ici. Là, je vais essayer de fermer mon écran. Oups, là, arrêter le partage. Est-ce que... Par contre, c'est bon? On ne te voit pas, Cécile, par contre. OK. Vous me voyez? Depuis tantôt, vous ne me voyez pas? Vous ne voyez que ta grande présentation, mais on t'entendait. Ah non! Je suis désolée. Pas de souci, on va te revoir dans un instant. Écoute, merci beaucoup, merci infiniment. Puis je pense que ça met bien la table et on va maintenant passer la parole à Pierre Balloffet pour beaucoup plus qu'un commentaire, j'imagine, qui va nous parler de l'enfance de l'art. Pierre, on ne te voit pas non plus. Est-ce que ta caméra est ouverte? Ma caméra est ouverte, oui. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Attends. Ma caméra est bien ouverte, oui. Nous, on le voit. Moi, ouais.
Ok, formidable, formidable, formidable. Oui, on te voit, Pierre. Oui, oui, on te voit. Oui, on te Tu voit. as 5 doigts, oui. 5 doigts? Ok, parfait. Alors écoute, c'est quand tu veux. D'accord, parfait. D'abord, j'aimerais remercier Cécile pour cette présentation. C'est toujours agréable d'écouter Cécile. Moi, j'étais comme, je ne peux pas dire une fée, une sorte de sorcier, en fait, de vieux bonhomme autour du berceau lorsqu'est né Quartier Artisan. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est Cécile, sur la rue de Gaspé, dans Mylène. On voyait se construire cette chose-là. Et puis, j'aimerais d'abord te remercier pour nous avoir offert, en plein temps de pandémie ce soir, un beau voyage. Et c'est certain que personne ne part en peur ici. C'était véritablement un voyage essentiel, ce que tu nous as offert. Un voyage entre deux mondes, un voyage entre deux projets, deux lieux, deux temps et également. Et dans les minutes qui viennent, j'aimerais vous proposer une réflexion sur ce projet-là. J'y ai participé depuis le début et j'aimerais vous présenter un certain nombre d'éléments que je retiens au fond de ce projet-là. Ce que j'ai appelé l'enfance de l'art. Ce que je me dis au fond, surtout avec les débuts Quartier Artisan, vous avez compris que Quartier Artisan, c'est un accélérateur pour le domaine des métiers d'art à Lac-Mégantic. Et en fait, ce que l'on fait, on prend des artisans et on développe leur fibre entrepreneuriale. Donc, ils ne deviennent pas de meilleurs artisans dans l'exercice de leur métier chez nous, mais on essaye d'ajouter cette couche entrepreneuriale, d'en faire des entrepreneurs, si vous voulez. Et lorsque je regarde ce travail que l'on fait et que l'on fait bien, depuis le début, il y a quelque chose qui me gosse, non, qui m'énerve. Je me dis, on devrait faire aussi l'inverse. Okay. Est-ce que nous qui sommes entrepreneurs dans le domaine de la gestion, beaucoup à Mosaïque, et je parlais également ici à mes collègues, est-ce qu'on n'en aurait pas d'intérêt, nous aussi, à passer du temps en atelier? Est-ce que l'on n'aurait pas intérêt non seulement à faire de nos artisans des entrepreneurs qui développent leur activité, mais aussi est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre des artisans et au fond, est-ce que si nos entrepreneurs, on les envoyait chez un artisan, ils n'apprendraient pas des choses importantes? J'ai essayé de construire ma réflexion autour de cette idée qui est peut-être une idée un petit peu iconoclaste. Une des choses qui me frappe dans ce que nous a dit Cécile, et je ne sais pas si vous partagerez pas ma surprise, mais cette chose qui s'impose pour moi, c'est cette question du rapport au temps. Le temps particulier qui est celui de l'artisanat, le temps très particulier qui est celui d'un atelier. Je trouve qu'on y trouve une idée de respiration qui nous manque souvent singulièrement en gestion. On y trouve également cette idée, et Cécile en a bien parlé, d'une respiration qui est associée à un métier. Et il y a quelque chose de frappant quand vous visitez un atelier d'artisan, c'est que le temps est différent pour un souffleur de verre, par exemple, pour un céramiste, ou bien pour un boisselier ébéniste. C'est un temps qui, à chaque fois, est conditionné par son métier. Quartier Artisan continue son développement aujourd'hui et Cécile a dit qu'on ne passe pas par Lac-Mégantic, hein, vous vous rappelez, on s'y rend. Et j'aime beaucoup ce nouveau slogan de Quartier Artisan qui est « s'arrêter pour s'accélérer ». On est parti un peu d'un insight, d'une expérience que les gens vivaient. Croyez-moi, quand vous allez intervenir à Quartier Artisan ou quand vous allez vous former à Quartier Artisan, à Lac-Mégantic, surtout l'hiver, là, surtout dans les mois comme en ce moment, là, il y a toujours un moment où vous sacrez un peu sur la route. Quelque part, entre Sherbrooke et Lac-Mégantic, il y a toujours un moment où vous vous dites « mais pourquoi j'ai dit oui ? Pourquoi je fais ça ?» etc. Et vous avez toujours un moment d'angoisse sur la route, un moment de doute à travers les sapins qui vous environnent et qui passent autour de vous. Mais quand vous arrivez à Lac-Mégantic, quand vous arrivez devant le lac, tout d'un coup, c'est comme si le temps s'arrête. Et tout d'un coup, vous vivez là quelque chose de très précieux. S'arrêter pour s'accélérer, ce beau slogan de Quartier Artisan, ça prend évidemment un sens tout particulier dans la période que l'on est en train de vivre. La période de pandémie qu'on est en train de vivre, on est arrêté. Non? Puis on pense souvent à s'accélérer. Puis quand je regarde mes amis entrepreneurs, quand je regarde mes collègues qui travaillent en entrepreneuriat, s'accélérer pour eux, c'est souvent s'empresser. Et je me dis que ce que nous apprennent les artisans, c'est cette qualité de respiration. C'est prendre le temps de faire simplement
et de s'assurer d'un certain nombre de choses. Puis l'accélération est quelque chose d'important, mais c'est très important, par exemple, aussi de s'assurer de n'être pas devant un mur avant d'accélérer. Puis des fois, j'ai l'impression que certaines de nos organisations, certaines de nos entreprises, certaines de nos sociétés ont un réflexe d'accélération actuellement, alors qu'elles ne voient pas le mur en face d'elles. L'accélération, ça demande aussi un certain sens, une certaine lecture de l'horizon. Et ça, je le retrouve de façon tout à fait particulière, cette respiration, donc, c'est cette notion du temps d'atelier chez les artisans. Voici quelque chose que l'on pourrait apprendre en passant plus de temps avec eux. La deuxième chose que nous avons, à mon avis, à apprendre d'eux, c'est leur sens très, très particulier du mouvement. C'est-à-dire l'importance, puis on le répète souvent dans nos cours, mais on l'incarne peu, l'importance du processus, l'importance de se concentrer sur le process, sur la chaîne des choses. Et je pense que les artisans ont une compréhension très particulière de ce que j'appellerais la chaîne de la fabrique d'un objet ou d'un projet, qui est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal à s'arrimer dans notre domaine. Okay? Et je pense que souvent, ce que l'on perd à coup de plans stratégiques, à coup de mesures, à coup de KPI, etc., en tout cas, je le crois, on perd d'une certaine façon le sens de la mesure en multipliant ces mesures. On rentre dans une forme de démesure que je trouve un petit peu dangereuse. Et je trouve que le sens précis de la mesure, c'est aussi ce qui caractérise particulièrement l'artisan. Et dans nos disciplines de gestion en entrepreneuriat, on est vraiment très axé sur les résultats. Et ça me rappelle un souvenir que c'est Seth Godin, dans un livre récent qu'il a écrit, The Practice, qui me l'a rappelé. Mais quand j'étais gamin en France, on dirait quand j'étais un petit cul, j'avais 7 ans, j'étais en Auvergne, je ne sais pas si on a des amis de Michelin qui nous écoutent ici, et j'apprenais à pêcher à la mouche. Et j'étais vraiment nul. Okay? Il y avait un monsieur qui m'apprenait ça, il s'appelait le père Piquant. Puis il essayait de m'apprendre à pêcher à la mouche et j'étais vraiment très mauvais. Pourquoi? Parce que le résultat m'obnubilait. Moi, ce que je voulais, c'était pogner un poisson. Je voulais pogner une truc. Je voulais ramener un truc. Okay? Donc, je faisais n'importe quoi à peu près. Et le gars était vraiment désespéré en me regardant. Je pense qu'il a pensé à un moment donné de me noyer, mais il a décidé de faire autre chose. Okay? Je ne sais pas si c'est heureux ou non. Okay? Et il a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Et il a pris ma canne, il a enlevé ma mouche et il m'a mis une mouche sans hameçon. Il a juste un peu lesté. Il n'y avait pas d'hameçon. Et tout d'un coup, j'avais perdu mon espoir d'attraper, de ramener quoi que ce soit. Tout d'un coup, j'ai été obligé de me concentrer sur mon geste, sur le processus, sur ce que j'appelais la chaîne de la fabrique. Puis là, tout d'un coup, j'ai progressé d'une manière qui était d'une manière assez spectaculaire, surtout quand on regardait ce que je faisais avant. Okay? Donc, chez les artisans, je pense que ce rapport à l'objet, au résultat final, cette tension qu'ils vivent dans ce qu'ils vont produire, mais le respect du processus, du temps de production, est quelque chose de quoi on peut beaucoup apprendre. En même temps, et puis c'est une heureuse contradiction du temps du travail artisanal, le travail artisanal demeure très centré sur son objet, demeure très centré sur le résultat. Mais la place de l'objet y est très, très particulière. Et je ne suis pas en train de dire que la pensée stratégique en innovation n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire. Mais je pense que l'on oublie souvent, comme gestionnaire, comme professionnel de la gestion, que lorsqu'on élabore une stratégie, on élabore une recette. C'est une stratégie, même une excellente stratégie, c'est une recette. Ça peut être une excellente recette, mais ça demeure une recette. Le problème, c'est que ce qui conditionne l'expérience des gens, ce que l'on leur propose en définitive, ce n'est pas la recette. Ce que les gens mangent, ce qu'ils ont devant eux, c'est le plat. Okay? Et notre collègue Jean-Jacques Treliski a souvent cet aphorisme savant de dire qu'il faut être toujours à la hauteur de sa bullshit. Okay? Et ne pas oublier que l'exécution est ce qui importe, est une caractéristique du métier artisanal
qui, je pense, nous dit quelque chose qui est quelque chose d'assez fort. Lorsque je demande à mes étudiants à HEC Montréal de réfléchir sur un projet qui va changer le monde, d'avoir de l'impact, etc., ils prennent le projet, ils sont en équipe, et croyez-moi, physiquement, la première chose qu'ils font, c'est de se trouver une salle, de se mettre les fesses sur une chaise et de commencer à parler autour. Okay? On leur demande de penser à l'extérieur de la boîte. La première chose qu'ils font, c'est de trouver une boîte, okay? Avec des chaises, une table, puis de jaser. Puis là, ils génèrent des nuages. Okay? Il y a plein de nuages au-dessus de la table. Ça, c'est nos recettes stratégiques. Okay? Puis tout d'un coup, il y a un nuage qui est plus beau qu'un autre. Ça crée une sorte de momentum. Tout le monde voit le nuage, puis se dit « Oh, oh !» Tout le monde voit le chat dans le nuage. Il y a une sorte d'épiphanie, de fébrilité. Alors, ils s'emparent du nuage, puis ils se disent « Ça y est, je l'ai, mon idée stratégique, comme demandait Baloffet, je l'ai. » Puis là, ils se disent « Ouais, mais zut, moi, ce qu'on m'a demandé, sur quoi je dois travailler, c'est un nouveau projet d'entreprise, c'est un nouveau service, c'est un nouveau process, c'est une nouvelle façon de faire, c'est peut-être un nouveau produit. » Alors, ils prennent leur nuage et puis ils le ramènent sur leur projet. Quand vous prenez un nuage dans les airs et que vous le ramenez sur Terre, ça donne quoi? Ça donne de la brume, ça donne de l'eau, ça donne quelque chose de confus. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que l'essence de la créativité d'affaires, et ça, les artisans nous l'enseignent beaucoup, c'est que le mouvement est en fait inverse. Okay? Ce que l'on doit partir, c'est partir du terrain, partir de l'exécution. On doit commencer au ras des pâquerettes, diviser les choses, les recombiner, et puis, une fois qu'on a donné une forme à ces choses-là au ras du terrain, ben là, on peut souffler dedans pour voir si ces choses-là s'élèvent ou non. Honnêtement, 19 fois sur 20, c'est comme un ballon qui fait pss, un ballon de baudruche qui part. 19 fois sur 20, c'est de la marbre. Mais ce n'est pas important. La marbre, c'est fertile. Puis on recommence. Puis finalement, c'est ainsi, je pense, que nos projets prennent leur élan. Et ça, moi, je l'apprends lorsque je suis en atelier. Une autre chose que je pense que j'apprends quand je côtoie mes artisans, c'est leur rapport très particulier à ce terme intelligence. Et là, on a eu un grand philosophe en France qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin, qui parlait de l'intelligence de la main. Là, je ne parle pas directement de Jean-Pierre, mais on va voir que l'artisanat est un métier double. C'est fait de métier et d'art, de tradition et d'innovation. Et ça instaure une tension qui développe chez eux ce que j'appelle cette forme de double intelligence. Le terme intelligence en français, on peut l'accoler à deux verbes. Le premier verbe auquel on peut accoler intelligence, c'est le verbe avoir. Avoir une bonne intelligence d'une chose, d'une organisation, d'un marché, d'une société, etc. Et je pense qu'en gestion, on est assez doué avec le terme avoir. Avoir une bonne intelligence des choses à travers l'analyse de données, à travers des analyses de données autant quantitatives que qualitatives, on sait assez bien faire ça. Okay? En revanche, il nous manque un élément que les artisans maîtrisent souvent de façon assez naturelle par l'exercice certainement de leur métier. On peut aussi accoler le terme intelligence au verbe être. Être en bonne intelligence. Ce qui est vrai d'ailleurs en français et vrai en anglais. Dans CIA, le I d'intelligence au milieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont particulièrement brillants. Là, okay? Être en bonne intelligence avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un objet, avec une organisation, avec une communauté, avec un marché. C'est ne pas oublier que le savoir aujourd'hui doit aussi se faire complice. Et ce que je retrouve chez mes artisans dans leur rapport à leur métier, c'est cette idée de savoir complice. Savoir d'un objet, mais aussi savoir d'une communauté, savoir d'un métier. Et c'est un élément que je trouve particulièrement inspirant. Et encore une fois, je me dis souvent, si je prenais certains de nos entrepreneurs à HEC Montréal et que je les obligeais à passer un certain nombre de jours avec un céramiste, un souffleur de verre, avec un luthier, je pense qu'ils en sortiraient avec ce type d'apprentissage, pas juste pensé dans leur tête, là, mais vécu véritablement, et des apprentissages qui soient vraiment un peu incorporés, si vous voulez. Okay. Bien entendu, un des autres traits frappants du domaine de l'artisanat, et ça, Cécile l'a beaucoup évoqué,
c'est l'importance pour les métiers d'art de cette communauté. Okay. Puis lorsque je regarde autour de moi, dans des endroits que j'aime bien, par exemple dans ma région à Saint-Armand, là, quand je regarde ce qui est en train de se tisser autour de nous, je vois que le monde qui se tisse est fait de choses tout à fait intéressantes, de choses tout à fait nouvelles, même si c'est des projets qui sont un peu patentés, gossés, même s'il y a des essais, même s'il y a des erreurs, etc. Je vois, lorsque je regarde les communautés artisanales, lorsque je regarde l'essor de ces jeunes entreprises, et là, je vois l'artisanat d'une manière très, très large. Je pourrais inclure là-dedans la nouvelle agriculture, je pourrais inclure beaucoup de formes qui ne sont pas strictement du domaine des métiers d'art. La question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de voir naître aujourd'hui une société qui est assez différente de la société de consommation dont on s'est un peu tous lassés. Et je pense que la pandémie qu'on est en train de vivre, tous les sociologues, je pense, s'accordent là-dessus, c'est un révélateur de toutes nos qualités comme de toutes nos failles. C'est aussi un accélérateur en soi. Formidable, cet arrêt est un accélérateur, décidément, on avait une bonne intuition à Lac Mégantic. C'est un accélérateur de tendances qui étaient déjà présentes. Et je pense à toute cette valeur que l'on accorde à ces nouvelles proximités, à ces liens, à ce maillage, à cette forme de capillarité assez fragile mais réelle des relations, des échanges dans une communauté bien définie. Et lorsque je regarde les artisans autour de moi, lorsque je les regarde travailler, lorsque je regarde par exemple à Frelichberg une société comme Oneka, qui n'est pas directement dans le domaine des métiers d'art, qui fait des produits de soins corporels, des shampoings, des désinfectants, etc. aujourd'hui, qui travaille dans ce domaine-là, je me dis au fond, qui regarde qui? Moi, j'ai fait beaucoup de L'Oréal dans ma vie. Je me dis, est-ce que si Oneka fait un lac à l'épaule quelque part, ou lac Selby à côté, par exemple, s'ils font un lac Selby non plus plutôt qu'un lac à l'épaule, qui est-ce qu'ils vont inviter pour leur parler? Est-ce qu'ils vont inviter le VP commercialisation de L'Oréal? Je ne suis pas du tout convaincu. Je pose la question inverse. Et si L'Oréal se fait, cette fois-ci, un lac tremblant là, pour réfléchir à ses stratégies, etc., est-ce qu'il est possible qu'ils invitent les gens de Oneka? Et ma réponse serait plutôt oui. Okay. Donc, bien entendu, ces jeunes entreprises qui se développent, nos artisans sur lesquels on travaille, ont un sentiment d'imposteur gros de même là, dans ce qu'ils font. Mais finalement, c'est les grands aujourd'hui qui regardent ces petits, qui inventent quelque chose de très particulier. Et je trouve absolument admirable qu'au Québec, on ait une entreprise comme la Maison Simons qui ait le courage de s'engager dans cette voie-là et qui ait le courage de revivifier ses activités en s'associant, au fond, dans une aventure qui est une aventure assez tout de même incroyable, assez extraordinaire, en tout cas pas du tout anodine. Ça, c'était les choses que je retiens de la présentation de Cécile. S'arrêter pour s'accélérer, retrouver le sens du mouvement, oublier que ce qui importe, en définitive, c'est quand même l'exécution, que tout commence sur le terrain, okay, que la recette, c'est bien, mais c'est le plat que l'on sert. Penser l'intelligence, se saisir de l'intelligence comme avoir l'intelligence de quelque chose, mais être en bonne intelligence, une intelligence complice, une intelligence qui prend vraiment corps. Puis enfin, je finissais sur cette question de est-ce qu'on se dirige vers une sorte de société différente qui serait une société de communion. Et évidemment, dans toutes ces bascules qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre un pivot social énorme, culturel sans doute aussi. La bascule qu'on est en train de vivre, ça ne veut pas dire que le monde ancien disparaît. Il y a un monde nouveau qui se superpose, mais moi, ce que je vois, c'est que la valeur dans ce monde-là migre progressivement de cette société de consommation vers une société que j'ai appelée ici une société de communion. Ce que j'aime beaucoup quand on s'intéresse aux métiers d'art, puis on le dit souvent à Mosaïque, l'innovation, les idées les plus intéressantes, elles naissent à la frontière des choses, au croisement de différentes choses. Et quand on travaille dans le domaine des métiers d'art, puis on a des artisans ici, vous le savez, on passe beaucoup de temps sur une chaise souvent, mais on a surtout le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que je veux dire? On est toujours pris entre le métier et l'art. Okay?
On est toujours pris entre la discussion. Récemment, moi, je suis sur le conseil d'administration d'Espace Vert, on en parlait encore récemment sur nos plans stratégiques. De nouveau, on parlait de la distinction entre l'artiste et l'artisan. Une discussion à peu près éternelle que l'on peut avoir. On a ces deux chaises de la pièce d'expression et puis notre production, les pièces de production. D'un côté, notre proposition esthétique, puis de l'autre côté, des exigences de commercialisation. D'un côté, notre communauté de métiers, notre communauté professionnelle. De l'autre côté, la gestion de nos communautés de clientèle ou du grand public. Et comme l'a dit Laurent, cette tension, ce cul entre deux chaises, on le retrouve un peu lorsqu'on pense au métier d'art et qu'on y pense comme un domaine de tradition. C'est vrai que c'est un domaine de tradition, que c'est un domaine de métier, mais pour moi, la tradition, ce n'est pas nécessairement une reproduction. Et je pense que dans le domaine des métiers d'art, les métiers d'art sont des domaines en mouvement et ils l'ont toujours été. Inventer, explorer, repousser les limites de son métier, ce sont véritablement des mots qui sont au cœur du travail de l'artisan, avec cette capacité que je trouve très inspirante de parvenir à trouver son rythme, à trouver sa respiration, d'apprendre pour nous, entrepreneurs, pour nous dans le domaine de la gestion, et là je m'adresse à la communauté habituelle de Mosaïque, apprendre à s'accélérer, à s'arrêter, avant d'accélérer. Okay? Et je pense que Laurent, Patrick, Lucie, toute la communauté Mosaïque ici, Lise, je pense, qui est avec nous ce soir, je pense qu'on gagnerait beaucoup à passer plus de temps en atelier. Je pense que mes collègues, les innovateurs, les créateurs, les entrepreneurs, mes collègues professeurs, nous devrions passer plus de temps en atelier avec les artisans parce que nous apprendrions dans ces lieux-là des choses qui nous seront extrêmement précieuses pour demain et qui vont nous permettre de dessiner pour ce demain un autrement, quelque chose de différent, mais quelque chose de meilleur également. Voilà, c'était ce que m'inspirait fortement, ce que nous a présenté de façon très éloquente Cécile juste auparavant. Merci beaucoup pour m'avoir accepté de me subir pendant ces quelques minutes. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Pierre, bravo. C'est sûr que les bravos à distance, là, on peine un peu, là, ça devient un peu compliqué. Merci Milady, que je vois à l'écran, je ne vois pas tout le monde, mais j'en ai vu quelques-uns. Très apprécié. Alors, communauté de tradition, mais en même temps, comme tu le disais un petit peu, Pierre, communauté de traduction aussi d'une certaine humanité dans un univers commercial, ce que nous proposait Cécile, des questions plus profondes qu'on a évoquées sur ces modes de fonctionnement, ces modes d'harmonisation aussi entre l'artisanat et le commerce. Alors écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'est un plaisir, on continue d'apprendre. Vous pouvez aussi nous rejoindre pour nos prochains 5 à 7 sur des thématiques un peu différentes. Le prochain sera sur la rencontre Art, Sciences et Données Massives avec le docteur, pas le docteur d'ailleurs, un chercheur qui s'appelle Jacques Deguise. Donc suivez-nous, on espère vous revoir et puis on va vous suivre et puis on espère bien un moment ou un autre effectivement vous retrouver dans vos ateliers. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous. Et merci à tout le monde d'avoir participé. À la prochaine.